Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au journal hebdomadaire de l'Agence vietnamienne d'information. Voici les titres de cette édition. L'Assemblée nationale a approuvé les démissions et élu son nouveau président, ainsi que le nouveau chef d'État. L'économie nationale continue de se stabiliser avec une prévision de croissance de 6,7% en 2016. Le reportage de cette semaine est consacré à l'ancien village de Duong Lam, un site architectural et artistique national situé à 50 km au nord-ouest du centre de Hanoï. L'Assemblée nationale a poursuivi ses séances plénières pour discuter de certains projets de loi ainsi qu'élire son nouveau président et le nouveau chef de l'État. Le général Chan Da-Quang, membre du bureau politique du parti, ministre de la Sécurité publique, a été élu président du Vietnam, tandis que Nguyen Thi Kim Ngan, aussi membre du bureau politique du parti, est devenue la présidente de l'Assemblée nationale de la 13e législature et du Conseil électoral national. Nguyen Thi Kim Ngan devient ainsi la première femme à occuper ce poste dans l'histoire de l'organe législatif du Vietnam. Auparavant, l'Assemblée nationale a adopté la libération de Nguyen Sinh Hung de ses fonctions de président de l'Assemblée nationale et de président du Conseil électoral national et de Chum Tan Sang de président de la République socialiste du Vietnam. La libération comme l'élection de ces postes importants ont été réalisées sous forme d'un vote à bulletin secret. Durant les séances plénières de la 11e session, la dernière de la 13e législature de l'Assemblée nationale, les députés ont discuté des projets de bilan d'activité du mandat 2011-2016 du chef de l'État, du gouvernement, du Premier ministre, du président de la Cour populaire suprême, du procureur du parquet populaire suprême et de l'auditeur général d'État. Les autres étaient en débat, comme le projet d'amendement de la loi sur la signature, l'adhésion et l'application des conventions internationales, le projet d'amendement de la loi sur les taxes à l'importation et à l'exportation, ainsi que le projet de loi sur l'accès à l'information. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Phạm Bình Minh a participé le 31 mars et le 1er avril au 4e sommet sur la sécurité nucléaire à Washington. Le sommet visait à coordonner les efforts internationaux face aux dangers du terrorisme nucléaire. Ce sommet de 2 jours réunissant des dirigeants venus d'une 50aine de pays a permis aux dirigeants du monde de réaffirmer leur engagement sur le renforcement de la sécurité nucléaire et la lutte contre le terrorisme nucléaire. Ils ont discuté des différentes menaces à la sécurité nucléaire, des actions des pays visant à renforcer la sécurité nucléaire, des mesures et des actions de la communauté pour y parvenir. Ils ont adopté le communiqué et le plan d'action du sommet en la matière. Dans son intervention, Phạm Bình Minh a estimé les efforts et les acquis de ces 6 années d'application du mécanisme du sommet sur la sécurité nucléaire et le rôle des organisations et des initiatives multilatérales, dont l'Agence internationale de l'énergie atomique. Il a estimé que le terrorisme, notamment le terrorisme nucléaire et la prolifération des armes nucléaires, continuaient de menacer la paix, la sécurité et affectaient le droit légitime des pays d'utiliser l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. Il a insisté sur la politique conséquente du Vietnam de soutenir les efforts de désarmement et de non-prolifération de ces armes, mais aussi sur le droit des pays d'utiliser cette énergie à des fins pacifiques. En marge du sommet, le vice-premier ministre et ministre Phạm Bình Minh s'est entretenu avec le secrétaire d'État américain John Kerry. Cet entretien a porté sur les mesures destinées à promouvoir le partenariat global entre les deux pays, ainsi que sur les préparatifs de la prochaine visite officielle au Vietnam du président des États-Unis Barack Obama. John Kerry a confirmé que le président Barack Obama attendait cette visite et souhaitait approfondir le partenariat global entre les deux pays sur des questions stratégiques, notamment sur le plan économique, du commerce, de l'investissement, de l'éducation, des changements climatiques, des sciences et des technologies. Le chef de la diplomatie américaine a suggéré une intensification de la coopération entre les deux parties en matière de sécurité maritime et a réaffirmé l'engagement des États-Unis à aider le Vietnam dans le renforcement de ses capacités d'application des lois de la mer et de police maritime.
La croissance du PIB du pays a atteint seulement de 5,46% ce premier trimestre contre 6,12% l'année dernière sur la même période, une baisse qui s'explique par les difficultés de l'économie mondiale et les effets des catastrophes naturelles. Il y a des signes de tassement de la croissance, même s'il s'agit du premier trimestre de mise en application du plan quinquennal de développement socio-économique 2016-2020. Touchées par les difficultés économiques mondiales, les exportations n'ont connu qu'une croissance modeste de 4,1%, alors que l'export de pétrole brut, une importante source de rentrée pour le budget de l'État, a baissé de 52,8% ce premier trimestre. La croissance des secteurs industriels et de la construction atteint seulement 6,72% contre 8,74% il y a un an. La production de riz dans le delta du Mékong, le grenier à riz du Vietnam, a diminué de 6,2%, tandis que le rendement des cultures d'hiver dans le nord est également faible. La sécheresse, la salinisation et les conditions météorologiques imprévisibles posent des défis majeurs à l'économie nationale, et ce désormais toute l'année. Cependant, certains points positifs ont été remarqués, tels que la croissance de 6,13% pour le secteur des services, la plus élevée depuis le premier trimestre de 2012, et la hausse de l'indice des prêts à la consommation en progression de seulement 1,25% ce premier trimestre. Le rapport de perspective de développement d'Asie 2016, rendu public le 30 mars, a estimé positive l'économie nationale, laquelle continue de se stabiliser avec des prévisions de croissance de 6,7% en 2016 et de 6,5% en 2017. S'exprimant lors d'un point presse à Hanoï pour présenter ce rapport, le directeur de la Banque asiatique de développement au Vietnam, Eric Sidgwick, a souligné que dans le court terme, le gouvernement vietnamien devait bien contrôler les effets de la faible croissance de l'économie mondiale et consolider sa macroéconomie pour que le Vietnam puisse faire face à n'importe quelle nouvelle crise économique dans l'avenir. Pour le long terme, le Vietnam doit s'efforcer de régler la faible productivité et soutenir les entreprises dans le processus d'intégration à la chaîne de valeur du monde. Le pays tirera profit des accords de libre-échange dont il est parti, mais devra consentir à de grandes dépenses pour opérer des changements considérables. Les entreprises doivent accepter les normes d'exportation plus strictes et les débouchés plus compétitifs. Le gouvernement vietnamien, pour sa part, doit créer une économie plus créative, ayant une productivité plus élevée et s'adaptant facilement à la concurrence de plus en plus féroce. Le rapport souligne les moteurs de la croissance économique du Vietnam, à savoir l'investissement direct étranger, le besoin croissant de la consommation intérieure, la politique d'assistance à la croissance ainsi que le processus de réforme des entreprises publiques. Il y a 300 ans, l'ancienne cité de Hoi An était un port commercial reliant le Vietnam au monde, créant une route de la soie en mer. Aujourd'hui, la cité a organisé le Festival de la culture de la soie Vietnam-Asie 2016, visant à honorer ce produit. Ayant pour thème ramener la soie à la vie moderne, le festival qui s'est déroulé les 28 et 29 mars a réuni plus de 70 représentants venus de 9 pays célèbres pour être des spécialistes de la soie, dont la Chine, l'Italie, la Thaïlande, l'Inde et le Japon. Le festival a permis de présenter le métier du tissage de la soie des ethnies au Vietnam à travers diverses activités, parmi lesquelles la présentation et la démonstration de techniques de tissage de la soie du village de Tân Châu ou du broca de l'ethnie Cơ Tu. La soie vietnamienne conserve toujours ses valeurs traditionnelles. Toutefois, je souhaite que les produits en soie du Vietnam soient de plus en plus à la mode et répondent aux besoins de la société moderne. Je suis convaincu du bon développement de ce secteur au Vietnam. Dans le cadre de ce festival a été organisé le séminaire La soie dans la vie moderne, l'occasion pour des artisans vietnamiens et des entreprises de production et de commerce de la soie de plusieurs pays d'échanger et de partager leurs expériences. La première édition de la journée culturelle de l'ethnie minoritaire Cơ Tu a eu lieu le 29 mars à Da Nang, au centre. Pour la première fois, les touristes et les habitants de Da Nang ont eu l'occasion de découvrir la culture de l'ethnie de Cơ Tu à travers des images sur leur vie quotidienne, des danses traditionnelles, les orchestres de rond, etc. Participant à cet événement, des artisans de l'ethnie Cơ Tu ont fait revivre les fêtes, les métiers traditionnels tels que le tissage de brocatel, la vannerie ou la sculpture sur bois. En outre,
leurs costumes traditionnels ont été exposés, ainsi que des spécialités et des objets de production et de la vie quotidienne. Cet événement culturel est une bonne occasion pour nous de rencontrer, d'échanger, de chercher à comprendre d'autres cultures et de nous lier pour le progrès de notre ethnie. Nous apportons à cet événement des spécialités pour les présenter à nos compatriotes et aussi aux touristes. Les Ketu sont fiers de leur patrimoine culturel ancestral composé de chansons, de danses, d'épopées transmises de génération en génération. Sans oublier la sculpture sur bois, notamment les statues funéraires qui font son originalité. Ce trait culturel des Ketu a permis d'enrichir la culture multiethnique vietnamienne. Situé à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de Hanoï, Đường Lâm est un des plus anciens villages traditionnels du pays. Depuis son inscription au site architectural et artistique national en 2005, en raison du cachet exceptionnel de son architecture et de son ancienneté, cet ancien village attire un bon nombre de touristes vietnamiens comme étrangers. Les visiteurs peuvent trouver à Đường Lâm plusieurs anciennes reliques conservées, riches en enseignements sur les plans historiques et culturels. Les plus remarquables sont ces vieilles maisons construites en parpagne de latérite, un matériau de construction spécial utilisé dans le delta du fleuve Rouge et couvertes d'un toit au versant courbé. Les murs en briques rouges et en pierre ferrugineuse donnent au village sa couleur rouge orangée caractéristique. En effet, ces roches au relief pierre forêt d'alvéole, dites roches d'abeille d'Aong en vietnamien, sont extraites de son sous-sol. Đường Lâm recense environ 800 anciennes maisons construites au XVIIe siècle. 30 d'entre elles ont 200 ans et une vieille bâtisse a maintenant 400 ans. Le village a accueilli 100 000 visiteurs en 2014 contre 30 000 en 2008. Au cours des 9 premiers mois de 2015, 110 000 arrivées ont été recensées. À Đường Lâm, les visiteurs peuvent se perdre dans le rustique, l'ambiance traditionnelle du village du Bac Bo, ainsi que profiter de la cuisine locale alléchante. Un produit touristique original du village est le voyage en saison de récolte. Après la récolte du riz, les villageois fabriquent des produits spéciaux ou tissent des vêtements avec des brins de paille affinés. Bien que ce soit un circuit court, il est l'un de nos points forts car il implique le processus de production risicole locale. Les visiteurs peuvent en apprendre davantage sur la riziculture et faire eux-mêmes des produits spéciaux de brins de paille avec l'aide d'hôtes sympathiques. C'est la première fois que je viens à Duong Lam. J'aime les anciennes maisons et les habitudes de vie traditionnelles des gens locaux. C'est beau de voir comment ils parviennent à les conserver aujourd'hui. La combinaison entre l'agriculture et le tourisme n'est pas une nouveauté, mais pour Đường Lâm, c'est un énorme effort pour développer un tourisme durable afin d'aider ces agriculteurs à augmenter leurs revenus et d'offrir aux touristes une expérience unique. Dans le passé, du fait qu'il n'y avait pas beaucoup d'hébergements de nuit dans le village, les visiteurs optaient souvent pour une excursion d'une journée. Ces 2 dernières années, les visiteurs peuvent rester et passer la nuit dans une famille d'accueil. Je fournis un service de homestay aux touristes pour qu'ils puissent mieux sentir l'ambiance et la culture du village. J'ai reçu de nombreux groupes de voyageurs. Je pense qu'ils étaient très contents. La nature ici est magnifique. Hanoï est très vivante et animée avec de grands immeubles. Mais ici, il n'y a rien d'autre que la nature. J'aime vraiment la vie quotidienne locale. Un jour, j'emmènerai ma petite amie ici. Un séjour d'une nuit est exactement ce dont les visiteurs ont besoin pour profiter pleinement du village. Ils peuvent passer une journée de travail avec les agriculteurs ou écouter de la musique traditionnelle interprétée par des artistes locaux. Tout cela contribue à la préservation des valeurs traditionnelles de l'ancien village de Đường Lâm ainsi que de la culture unique du Vietnam. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine.